Bonjour à tous, c'est le voyage et moi Elena Kulikova, on vous salue. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du voyage de Denis Diderot à Saint-Pétersbourg. Vous connaissez déjà que Catherine II était en correspondance avec Voltaire, mais le premier philosophe français auquel elle a écrit c'était Denis Diderot. Et lui a adressé une lettre pratiquement quelques jours après son ascension au trône. C'était le 19 juillet de 1762. Et dans cette lettre, il lui propose de faire transférer l'édition de son encyclopédie en Russie. Son œuvre a été critiquée et censurée en France. Et il proposait à l'écrivain d'éditer l'encyclopédie en Russie en lui promettant la liberté de déclarer ses propos et ses idées dans le pays des Scythes, comme disait Voltaire. L'œuvre principale de Diderot, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné de sciences des arts et de métiers, commence à être publiée en 1751 et le dernier tome a paru en 1775. Vers cette époque-là, Diderot commence à avoir des problèmes financiers. Il cherchait des moyens pour donner une bonne éducation convenable à sa fille bien-aimée Marie-Angélique et surtout, il voudrait bien lui donner une jolie dot. Alors, il décide de vendre sa bibliothèque. C'était son seul bien négociable. La bibliothèque était connue, très riche. Elle était composée des auteurs grecs, latins, des auteurs français, italiens et anglais. Catherine II, nous le savons déjà, qui aimait beaucoup lire, il a appris ce désir de Diderot et via son ambassadeur en France, le prince Golitsyn, elle s'adresse au philosophe et lui propose d'acheter sa bibliothèque contre une jolie somme de 15 000 livres et en lui octroyant le droit de la garder jusqu'à la mort. Donc, en même temps, Diderot restait le bibliothécaire de sa propre bibliothèque avec aussi un joli salaire de 1000 livres an. Ce contrat a été signé et au bout d'un an, quand les ministres de la tsarine ont oublié de verser une pension annuelle, Catherine II ordonne de faire payer le salaire pour les 50 ans. Donc au final, Diderot a reçu une très grosse somme pour sa propre bibliothèque. Diderot, très reconnaissant, commence à réfléchir à faire un voyage en Russie. Singulièrement, il n'a jamais aimé les déplacements, il n'a jamais fait aucun grand voyage de sa vie. Et surtout, pour lui, faire un voyage si long et lointain, ça se présentait comme une vraie aventure. De longues années passent et ensuite, enfin en 1773, le projet est mûr. Un an auparavant, Diderot a bien marié sa fille, sa femme a été assurée, ses manuscrits aussi, et il part, il quitte la France, il a fait une escale dans la ville de La Haye. Il n'était pas très pressé, il avait 60 ans déjà, il n'était pas peut-être en pleine forme pour un si long voyage dans cette ville. Il reste 3 mois, donc accueilli par son ami parisien, toujours le même prince Golitsyn, qui a été muté à La Haye quelques années auparavant. Enfin, Golitsyn confie Diderot aux soins d'Alexis Narychkine, une autre russe, futur sénateur et chambellan de la Grande Catherine. Narychkine est devenu son compagnon du voyage. Les deux hommes quittent La Haye le 20 août de 1773 et après 40 jours de voyage, qui n'était pas toujours très confortable, ils arrivent à Saint-Pétersbourg le 8 octobre de la même année. Au début, Diderot pensait pouvoir être logé chez son ami, le sculpteur français Étienne Maurice Falconet. Parce que c'est lui, Diderot, qui, 2 ans auparavant, avait conseillé à la Grande Catherine de faire venir ce sculpteur en Russie, parce que Catherine II avait un projet de créer une grande statue équestre de tsar Pierre Ier.
Falconet arrive, il commence ce travail, il était très bien logé, son adresse était la rue Million, à côté du palais d'hiver. Mais quand Diderot arrive à Saint-Pétersbourg, Falconet lui refuse le logement sous prétexte que la chambre qui pourrait, la seule chambre qu'il pourrait donner à Diderot était déjà occupée par son fils, arrivé inopinément de France quelque temps auparavant. Diderot était obligé d'être accueilli et être logé toujours par le même Alexis Narishkine. L'adresse actuelle, c'est l'avenue Vladimir, place centre-ville, pas très loin de la Fontanka, mais le palais n'existe plus parce qu'au début du 19e siècle, on l'avait cassé et on a maintenant un autre bâtiment à sa place qui est occupé par un des théâtres dramatiques de la ville. Paradoxalement, il y a une plaque commémorative qui parle de ce jour de Diderot à Saint-Pétersbourg, mais cette plaque, à l'époque soviétique, a été installée sur un mur de l'autre palais de Narishkine, qui se trouve toujours au centre-ville, sur la place Isaac, en face de la cathédrale. Pourquoi donc? Parce que la famille de Narishkine était grande et il avait plusieurs palais dans différentes parties de la ville. Et c'est seulement il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert ce fait assez intéressant que Diderot n'a jamais vécu sur la place Isaac, mais dans un autre quartier de la ville. Donc le lendemain de son arrivée, Diderot est réveillé par les coups de canon, par les carillons des églises. C'était le début des cérémonies de mariage des grands-ducs Paul, futur Paul Ier, l'unique enfant officiel de la grande Catherine et de son mari, le tsar Pierre III. Diderot se rend au palais d'hiver en enfilant son unique costume noir, ne sachant pas du tout l'étiquette de la cour et n'était pas au courant que la couleur noire était interdite par la grande Catherine. La tsarine, tout de suite, ordonne de lui faire changer le costume. Et voilà commence leur rencontre. Diderot arrive au palais d'hiver tous les jours, quasiment, au début de l'après-midi. Leur entretien durait 2-3 heures, de 3 à 5 heures de l'après-midi, et il parlait du tout. Il avait droit de lui dire tout ce que lui venait à l'esprit, et Diderot était passionné par ses propres discours. Il était très agité pendant ses entretiens. Il ne se gênait pas du tout. Parfois, il attrapait la main de la grande Catherine, parfois il lui tapotait très familièrement la hanche, parfois il donnait un coup de poing sur la table. C'est bien, Catherine II a été obligée de mettre une table entre elle et lui. Et plus tard, dans une de ses lettres, elle se plaignait que ses entretiens philosophiques lui laissent les hanches meurtries. De quoi donc parlait-il? Diderot a rédigé un plan qui était composé de 65 thèmes ou sujets. Ces sujets concernaient toutes les réformes politiques et sociales, ici l'éducation, les arts, etc. Et pour chaque session, pour chaque séance de l'après-midi, Diderot choisissait un sujet et il entretenait dessus. Le manuscrit existe. Il est conservé aujourd'hui aux archives historiques centrales de Moscou. Catherine II trouvait Diderot extraordinaire et charmant. Dans sa lettre à Voltaire, il a écrit qu'elle n'a jamais trouvé une autre personne comme lui. Il est clair que Catherine II ne croyait pas que les idées radicales de Diderot puissent être applicables en Russie. Et Diderot a présenté à la tsarine de maintes projets des réformes politiques et sociales, mais Catherine II n'en tient pas compte du tout. Le séjour de Diderot à Saint-Pétersbourg a duré 5 mois au lieu de 2 prévus. Il était bien logé, il était bien amusé, mais comme disent certains, il n'a vu à Saint-Pétersbourg que la tsarine. C'est vrai que Diderot ne nous laisse aucune description détaillée de la capitale de la Russie. Quand l'heure de départ approche, Diderot, pour faire taire les mauvaises langues, demande que la générosité de l'impératrice s'arrête à 4 dons. Les frais de voyage aller-retour,
une bague et la possibilité de s'adresser de nouveau à elle en cas de besoin. Et aussi, il a demandé qu'on lui donne un officier qui l'accompagne jusqu'à la ville de La Haye. Avant de partir, Diderot achète un certain nombre de livres en russe. Il voudrait apprendre la langue russe, mais une fois arrivé en France, il a vendu ses livres. Enfin, quand il est mort, en 1785, des grosses caisses volumineuses arrivent à Saint-Pétersbourg qui contenaient plus de 3000 volumes qui constituaient sa bibliothèque. Ces livres étaient accompagnés par un catalogue très détaillé qui malheureusement a disparu. Et voilà pourquoi aujourd'hui la bibliothèque de Diderot n'existe pas, à la différence de celle de Voltaire. La bibliothèque a été dépareillée et certains livres plus tard ont été envoyés à la bibliothèque impériale publique, d'autres ont intégré la bibliothèque de Voltaire, les troisièmes étaient envoyés à la bibliothèque de Tsara Tsarskoye Selo, etc., etc. Dès nos jours, donc, la bibliothèque de Diderot a disparu comme telle et les chercheurs arrivent à trouver par-ci par-là quelques livres et les faire identifier, mais le travail s'avère très difficile à cause de l'absence des catalogues. Il ne faut pas oublier aussi les conseils de Diderot à la tsarine en ce qui concerne l'achat des tableaux pour son musée de l'Ermitage. Et entre autres, Denis Diderot a conseillé à l'impératrice d'acheter la célèbre collection de Pierre Crozat, la collection qui comprenait 400 tableaux des grands peintres européens, 19 000 dessins, 1500 pierres taillées, et par le testament du collectionneur, un part, notamment les dessins, les gravures et les pierres taillées, ont été vendus aux enchères et l'argent gagné a été donné pour les raisons de bienfaisance. Mais les toiles, c'est la Grande Catherine qui les avait achetées en 1772. Et grâce à cette acquisition, ces invités pouvaient contempler les chefs-d'œuvre de Rembrandt, de Rubens, de Van Dyck, de Murillo, et nous aussi, nous pouvons toujours les voir au musée de l'Ermitage. Merci pour votre attention. Restez avec Tsar Voyage et à la prochaine.